Wangalizi watukufu wa Facebook FM wandika yao mstamili harmema na matukufu hanu usikwale unuri hunre sharafa na shabaha shaula hiki harma le jumbala hatulinu ya balozi wa Faransa hunu mswani bwana Silverikie ikayao leo timarahanda rimpara wa harma mpango hamanda hunu shale winu rimlahiki harma plateau ya Facebook FM lazima renge shabaha shinu ribeshe marahaba ya balozi wa Faransa usonimo aminifu yarinikao nano utukufu yarifanyio harma le dahula tu Facebook FM yode maneka yao hujimlifu wa rohazo wa Facebook FM ngarubesho marahaba na hushukuria naomba Mungu ike zitizie bana. Bonjour monsieur Sylvie Requier, ambassadeur de France aux Comores. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir une nouvelle fois et cette fois-ci sur le plateau de la chaîne Facebook FM. Cela traduit d'une reconnaissance et une confiance de la qualité de notre travail et nous vous en remercions, monsieur l'ambassadeur. Avant d'entrer dans le sujet qui nous mène ici, je vous donne quelques secondes à l'accoutumée de saluer les téléspectateurs et aussi les auditeurs, monsieur l'ambassadeur. Déjà, merci à vous, merci de me recevoir en vos locaux. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Nous avions déjà eu un échange approfondi il y a un peu plus d'un an de cela. Donc vraiment, merci Facebook FM. Mahaba Facebook FM. Ivo moi Nitsaha Plateau Agneau. Et j'en profite pour saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs, les remercier chaleureusement d'être à notre écoute. Kwezi Wakomori, Wandrani, Nawa Mwenze. Marhaba, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Je vous rappelle que monsieur Riquier est ambassadeur de France aux Comores depuis septembre 2021. Dès le début de sa prise de fonction, nous avons remarqué un diplomate français très actif sur le terrain, accompagné de divers projets dans les 3 îles, aux proximités inégalées avec les citoyens comoriens. Dites-nous, monsieur l'ambassadeur, quoi de neuf depuis notre dernier entretien que nous avons eu? Quelles sont les missions qui ont vu le jour ou bien abouti depuis cela? Alors d'abord, merci de vos propos. C'est pour moi toujours un plaisir d'aller sur le terrain, de voir les gens. Parce que la diplomatie, c'est une relation d'État à État, évidemment. Mais dans un pays où nous développons des appuis tout à fait substantiels aux projets tant des autorités comoriennes que de la société civile, faire ça depuis mon bureau à Moroni, ça n'aurait absolument aucun sens. Donc c'est vraiment essentiel par rapport à ce travail et à ces appuis, d'aller au-devant des communautés pour pouvoir échanger, valider ou bien au contraire invalider la pertinence de ce que nous faisons et pour pouvoir au besoin infléchir les projets, d'une part. Et puis d'autre part, je trouve ça quand même bien plus sympathique et bien plus agréable de voir les gens, pour comprendre le pays, pour m'efforcer en tout cas de comprendre le pays, parce que qui peut jamais dire qu'il a compris un pays de façon définitive. Et donc ça c'est quelque chose d'essentiel. Donc merci de vos mots aimables, mais moi je m'efforce d'être souvent sur le terrain. J'étais encore il y a quelques jours sur le terrain la semaine dernière. À nouveau à Anjouan, par exemple, mais aussi sur Grande Comore, et je reviendrai à Moïli dans quelques semaines, par exemple, mais c'est vraiment tout à fait important. Alors, quels sont les projets qui ont vu le jour ou qui progressent? Bien, beaucoup. Vous savez que nous avons des projets, alors qui ne sont pas les projets de la France, hein, parce que par raccourci on dit les projets de la France. Mais c'est de l'Union européenne ou ce sont des projets de l'Union des Comores ou de la société civile comorienne que nous appuyons, que nous aidons. C'est pas nous tout seuls dans notre coin qui avons eu l'idée de faire ceci ou de faire cela. Donc c'est pas la France qui décide à la place des... On co-décide, on co-construit fondamentalement. C'est pas moi qui décide de construire une école ici ou là. C'est les autorités comoriennes qui ont la volonté d'améliorer les conditions de l'enseignement aux Comores,
qui considèrent que ça passe entre autres par des constructions d'écoles. Et nous disons, ben d'accord, nous sommes avec vous sur cet ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces projets de construction, de reconstruction. Alors, je sais même plus à combien on est, mais on est à plus de 50 écoles. Je crois qu'on est à 57 ou 58 écoles, collèges et lycées. Réalisé par... qui vont être réalisées. Elles ne sont pas toutes réalisées. Alors, vous me posez la question... quoi de neuf depuis un an et demi? Bien, en matière d'école, par exemple, je pourrais vous citer à Anjouan l'école de Moridjou que nous avons. Je crois que la dernière fois on s'est vu, je vous avais dit, si tout va bien, fin de premier semestre 2023, ce sera fait. Ce sera fait. Alors. Ça a été fait en octobre, donc 3 mois plus tard. Et nous l'avons formellement inauguré avec le chef de l'État en décembre de 2023. Nous avons inauguré aussi une école à Ombo, toujours à Anjouan. Nous avons fini, ça a été plus long malheureusement, par inaugurer l'école de la Coulée sur Grande Côte. Voilà, et on va en faire comme ça toute une série. Là, ça monte vraiment en charge. Moi, je suis très content qu'on puisse avoir des bâtiments qui sont tout à fait corrects, qui intègrent des terrains de sport, qui intègrent des sanitaires, pas juste des salles de classe. Alors évidemment, l'enjeu derrière, c'est de faire fonctionner tout cela. Et ça, c'est le gros enjeu, c'est qu'il y ait des professeurs, qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait du matériel pédagogique, et puis qu'il y ait des professeurs qui soient formés. Donc tout ça, c'est un enjeu énorme. Peut-être un mot sur la construction. J'aime beaucoup un projet que l'on appuie également, qui est un projet de briques de terre compressées. Briques de terre compressées, donc c'est un matériau qui vise à se substituer aux parpaings qui sont importés. Donc on appuie l'Agence nationale de l'habitat pour produire ça. L'enjeu, c'est que il y ait suffisamment de briques pour tous les projets éducatifs, mais peut-être aussi, si tout le monde est convaincu, pour tout projet de construction dans les années qui viennent. Parce que l'enjeu réel de tout ça, c'est pas juste de subventionner une activité qui aurait un début et une fin, mais c'est d'essayer de promouvoir, de mettre le pied à l'étrier, en quelque sorte, à des choses qui sont destinées à être pérennes. Et peut-être que dans quelques années, pas encore aujourd'hui, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, il y aura de la place pour que des investisseurs privés, d'ici ou de la diaspora, puissent mettre de l'argent pour développer cette production, parce que j'en suis persuadé, notamment si on prend bien en compte toutes les problématiques de qualité, de sécurité, de prix raisonnables, il y a matière à créer de l'emploi, tout en faisant de l'argent pour un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, il va venir s'il a confiance et s'il a des perspectives de gagner de l'argent de façon raisonnable. Donc voilà. Donc vous voyez, on fait à la fois des écoles, on embauche au maximum des entreprises comoriennes, comme je le dis régulièrement. Le but du jeu, c'est que ça profite aussi à des... Pourquoi c'est des entreprises comoriennes? C'est pour justement, c'est quoi le message? Le message, c'est que l'idée, c'est de créer de l'emploi ici. Tout simplement. Moi, je pourrais effectivement dire oui, on vous donne de l'argent pour faire des écoles, mais c'est systématiquement des entreprises françaises. Je pourrais dire ça, on pourrait faire ça. D'autres peut-être le font, je ne sais pas, je ne juge pas. Mais nous, non. Ce que se dit la France, c'est qu'il faut favoriser les entreprises comoriennes. Alors, il est certain que lorsqu'on arrive à des niveaux de technicité compliqués, parfois, les entreprises comoriennes n'ont pas forcément aujourd'hui encore la capacité à faire. Donc, on fait des appels d'offres internationaux. Il y a par exemple une entreprise malgache qu'on a recrutée pour un lycée prochainement. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait aussi un transfert de compétences, en fait, une formation qui permette de bénéficier aux entreprises. Alors, tout ça se fait pas en un jour. Tout ça prend du temps. Mais l'enjeu derrière, au fond, c'est de changer la donne dans l'économie. C'est pas juste. C'est pour ça que ça prend du temps aussi. C'est pas juste de construire un bâtiment et de le livrer. C'est de changer la donne et de faire en sorte que on favorise la mise en place d'une économie qui crée de l'emploi,
qui crée donc de la richesse pour les gens et qui crée des opportunités. Et je pense notamment à celles et ceux des téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent, à la diaspora qui est prête à s'investir, parce qu'il y a des gens de la diaspora qui sont tout à fait prêts à venir. Avant d'entrer dans la question de la diaspora, Ouais. monsieur l'ambassadeur, il y a, quand on parle des projets, il y a le central de Mbadjini, inauguré en 2022. Est-ce Ouais. qu'il y a des retours positifs? Qu'est-ce que moi, je crois que ça marche. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les gens sont très contents. Ils ont de l'électricité solaire et de l'électricité propre. Et puis alors, vous savez, il y avait le projet de la centrale de Mitsambioli. Alors ça y est, on y arrive enfin. Et moi, je suis très reconnaissant à cette société va être française inauguré qui nous vend il y a une de le date? faire. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les premiers, alors inauguration, ça je sais pas, c'est quelque chose de formel, c'est une cérémonie qui appartient aux autorités. Mais c'est que dans le courant du mois de juillet, maintenant, visiblement on y est, les premiers kilowattheures pourraient être injectés dans le réseau. D'accord. Donc ça y est, on y est. Alors, vous connaissez l'enjeu hein, avec cette usine de production d'électricité solaire. On a d'abord une électricité propre, donc ce qui est bien dans le cadre des problématiques liées à la transition énergétique. On a d'abord de l'électricité, avant même qu'elle soit propre, on en a de l'électricité. Et puis, potentiellement, c'est l'électricité moins chère, parce que Innovent va revendre à la Sonelec l'électricité solaire moins chère que ce que la Sonelec ne paye pour acheter du pétrole, pour faire de l'électricité polluante avec ça. Donc, c'est vraiment très positif, et je pense que l'enjeu, il y a la place pour plusieurs entités solaires, plusieurs usines solaires, pardon, dans les années qui viennent, pour que les Comores aient de l'électricité toujours disponible, propre et potentiellement moins chère. Tout à l'heure, vous voulez parler de la diaspora. Oui. Quant à nous du programme d'accompagnement du projet de la diaspora depuis 2022, si je ne me trompe pas. Oui, alors il est en cours. On a fait un appel à projet. Les appels à projets sont passés, les candidatures sont passées, et il y a des programmes qui ont été sélectionnés. Donc ça suit son cours. Moi, j'aimerais qu'on puisse d'ailleurs dans les années qui viennent remettre de l'argent là-dessus pour accompagner d'autres projets de la diaspora. Parce que, quand même, on ne se rend pas, beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora me parlent, et à la fois je les trouve très courageux, donc vraiment je les salue et je leur tire mon chapeau. On connaît l'importance de la diaspora. Alors déjà, numériquement, la diaspora comorienne, et notamment la diaspora comorienne de France, c'est peut-être l'équivalent de la moitié de la population résidente en Union des Comores. Elle envoie beaucoup d'argent aux Comores, on le sait. Ce que l'on sait, qui ne représente pas la totalité de la réalité, je pense. Hein, ce que l'on sait, le gouverneur de la Banque des Comores, de la Banque centrale des Comores, me dit par exemple que passe par la Banque centrale des Comores 300 millions d'euros. C'est 3 fois le budget de l'État. C'est énorme. C'est énorme. Mais il y a tout ce que les gens prennent avec eux, de façon parfaitement légale, hein, d'ailleurs, en cash, et donc qui n'est pas retracé là-dedans. Donc c'est énorme. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. La diaspora envoie beaucoup d'argent aux Comores. Une partie de plus en plus importante de la diaspora, j'ai l'impression, veut mettre en place des projets entrepreneuriaux. Alors certains ont des difficultés, et l'enjeu du climat des affaires, il est absolument central. Parce que vous me parliez des projets, mais je vous ai parlé des écoles. Je pourrais vous parler d'autres choses, des projets de formation professionnelle. Beaucoup de choses tournent au fond autour du renforcement des capacités. Même lorsqu'on s'adresse aux plus jeunes, je pense à la boxe éducative et féminine dans les écoles. Mais tout ça, ça vise à donner confiance aux petits, donc à renforcer leurs compétences, leur savoir-être, et tout ça leur sera très utile dans la vie future. Je pense à l'appui aux industries culturelles et créatives. Pas plus tard qu'hier soir, nous avons inauguré les studios d'interface prod d'AST que nous avons appuyés dans la médina de Moroni. La semaine dernière, j'étais à Anjouan.
j'ai visité des champs. Ça peut paraître bizarre de dire que j'ai visité des champs, mais j'étais dans des champs qui sont des champs de tomates, parce que à côté de l'appui à l'ilang-ilang, à la vanille, à la girofle, on veut appuyer. Moi, je suis persuadé de ça depuis le début et on le fait. Il faudra faire encore plus dans les années qui viennent, mais on appuie des productions maraîchères. Parce que je suis perçu comme les tomates, par exemple, parce que je suis persuadé qu'il y a la place pour des choses qui soient à la fois vendues et consommées ici, mais qui puissent être aussi exportées, par exemple à Mayotte, et donc avoir quelque chose qui crée de l'emploi et de la richesse ici aux Comores, qui dégage du pouvoir d'achat à Mayotte, parce que vous avez les moyens d'une concurrence par les prix, qui est tout à fait importante. Donc voilà, tout ça, ça tourne autour de l'entrepreneuriat. Tout ça, ça tourne autour de comment créer des entreprises, des affaires, des activités qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. Finalement, vous allez m'entendre le dire et le répéter beaucoup dans cet entretien. Peut-être un point aussi. Vous me parliez d'autres projets. Il y a un projet que j'aime bien, qui est le projet qui s'appelle PEPS, alors qui vise à introduire le sport dans les écoles, auprès des petits des écoles, et on fait ça avec une ONG qui s'appelle Play International. Alors pourquoi j'en parle spécifiquement? Parce que Play International a fait un travail formidable, à la fois dans le projet qu'on lui a confié, donc le sport dans les écoles, l'éducation physique et sportive dans les écoles, mais pour faire face à l'épidémie de choléra, de façon extrêmement réactive, a mis en place des séquences éducatives autour du sport avec des balles, avec des cerceaux, pour expliquer aux enfants les gestes qui sauvent par rapport au choléra. Se laver les mains, aller aux toilettes, laver les aliments et se vacciner. Et ce qui permet, au fond, de faire que les enfants à la maison deviennent eux-mêmes des influenceurs pour expliquer ce qu'il faut faire. Et ça a été fait. J'ai vu ça en juin la semaine dernière, pas plus tard que jeudi dernier, et c'était vraiment extraordinaire. Et puis enfin, si vous me permettez, parce que je pourrais durer 2 heures sur le sujet, mais un dernier projet, je parlais du choléra, c'est ce que nous avons financé, qui a été mis en place par la Croix-Rouge française et le Croissant Rouge. C'est une unité de traitement de l'eau à Pagé, donc en périphérie de Moutsamoudou, à Montjoie, donc qui sur le lieu qui a été vraiment le premier endroit où l'épidémie a éclaté. Eh bien, ils prennent l'eau de la rivière et ils la rendent potable et propre à la consommation. Parce que on le sait, la lutte contre le choléra, c'est des mesures d'hygiène de base, mais c'est aussi l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, on pourrait en parler. On a un projet à Domoni, on a aussi un projet ici dans le sud-est de Ngazidja, porté par la communauté urbaine de Dunkerque. Je salue d'ailleurs ce que font les collectivités territoriales françaises. Dunkerque, le département de Seine-Saint-Denis, mais aussi le département et la région de la Réunion, la ville de Marseille qui vient dans quelques jours. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites par les collectivités territoriales françaises, et c'est vraiment très très important. Mais voilà, sur le choléra, à travers la Croix-Rouge, on a eu vraiment un projet très concret qui marche et qui, je crois, parce que c'est le critère d'appréciation, est utile à la population, est utile aux femmes et aux hommes de ce pays. Ambassadeur, vous venez de parler de plusieurs projets. Que ce soit des écoles, des entreprises, tout ça. Mais malgré tout ça, on constate qu'il y a toujours problème d'énergie, même s'il y a Innovant qui est là, problème de routes, d'hôpital. Il y a aussi le coût de la vie. Les Comoriens aujourd'hui, même arriver à trouver quelque chose à manger devient de plus en plus très difficile. N'est-il pas le temps de revoir un peu les priorités? Les priorités, la France, elle est par exemple pas sur les routes.
Ça, c'est clair. D'autres, d'ailleurs, d'autres opérateurs travaillent sur les routes. Ah, je parle en cas de manière générale, pas seulement la France. Bien sûr. Mais sur les routes, vous avez raison, quoi. Il faut effectivement améliorer, revoir le réseau routier. Ça, c'est certain. Mais ça ne fait pas partie des champs sur lesquels la France s'investit. Sur l'énergie, vous avez raison. Et moi, je trouve qu'on a peut-être perdu un peu de temps sur l'usine solaire du nord de Ngazidja. Et innovant, l'entreprise s'est vraiment accrochée, parce que c'est pas du fait d'innovant. Innovant, l'entreprise s'est vraiment accrochée, et là, et vraiment, maintenant, de ce qu'on me dit, les premiers kilowattheures sont pour demain. L'ambition, et il y a de l'argent, notamment l'argent de la Banque mondiale. Il y a de l'argent pour financer différents projets, et normalement, je ne vois pas pourquoi, dans les quelques années qui viennent, il ne pourrait pas y avoir, disons, une politique énergétique largement fondée sur le solaire qui permette d'offrir à la population et aux entreprises l'énergie dont on a tous besoin, effectivement. Vous avez raison, c'est fondamental. Alors, sur les hôpitaux, oui, les hôpitaux, ça fait partie aussi des projets sur lesquels nous appuyons les efforts des autorités, que ce soit le projet offre de soins. Par exemple, on vise à mettre en place des maternités ou à rénover des maternités à Ombo et à Domoni, sur Anjouan. Toujours en matière de santé, c'est notre appui au projet du gouvernement de mettre en place une assurance maladie médicale, généralisée. Justement, je voulais qui est quelque chose d'important, parce que, je veux dire, c'est bien d'améliorer l'offre de soins, mais si elle est inaccessible à la plupart, en fait, ça ne sert à rien. Donc, il faut à la fois travailler sur l'amélioration de l'offre et sur, pour le dire de façon très technocratique, la solvabilisation de la demande. C'est-à-dire que vraiment avoir des soins disponibles et que la population puisse se les offrir. Et c'est ça, ce à quoi sert le projet d'assurance maladie généralisée, sur lesquels il y a eu des avancées, alors qu'ils se voient pas encore auprès de la population aujourd'hui, mais vous savez, mettre en place un système d'assurance maladie, vous avez des décisions cadres à prendre. C'est comment est-ce qu'on le finance, par exemple. Hein. En Europe, tout ça, par exemple, c'est mis en place, mais sur des décennies et des décennies. Selon que vous avez un système qui s'appuie sur des cotisations qui sont fondées sur le travail. Hein. Donc, en France, par exemple, ce qu'on appelle les cotisations patronales et les cotisations salariales, ou bien vous avez un système qui est financé sur l'impôt. On oppose très classiquement le système allemand au système anglais. En France, on a un système mixte, on a pris les deux. Mais le gouvernement comorien a plutôt décidé de faire un système qui serait fondé sur les cotisations des familles. Il va y avoir une expérimentation qui va être lancée. Des zones géographiques ont été déterminées par les autorités pour l'expérimentation. Mais tout ça, évidemment, ça prend du temps. Vous avez des décisions très politiques et puis il faut étudier les choses. Faut compter, il faut mesurer les populations, les besoins. Voilà. Mais il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire sur ça. Alors, beaucoup de travail a été fait, qui est un travail très sérieux, très précis, très documenté, mais qui effectivement, pour l'instant, ne se voit pas encore auprès de la population, parce que c'est le montage du système, si vous voulez. Et ça va commencer à se voir. Mais il faut travailler sur les deux à la fois. Renforcer l'offre, et puis rendre les gens en capacité de se payer les soins en question. Parce que qu'ils le payent directement ou bien que ce soit gratuit pour eux, même quand c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. Donc c'est le système qui paye, si vous voulez. Mais tout ça, ça a été, on a beaucoup avancé sur le sujet au cours de l'année et demie qui vient de s'écouler, et c'est vraiment un gros travail. Il faut rendre hommage là-dessus aux équipes du ministère de la Santé, parce que ça n'a l'air de rien, hein, ça peut paraître très théorique, mais c'est beaucoup de travail. Monsieur l'ambassadeur, merci. On va rentrer un peu de la politique. Ouais. En tant qu'observateur et ambassadeur de valeurs démocratiques qui prônent la France, comment vous avez trouvé le déroulement des dernières élections présidentielles que jusqu'à aujourd'hui, les opposants ou les candidats refusent de reconnaître
Azali comme élu en tant que président? Alors, sur les élections, je vais pas forcément développer beaucoup, mais la France comme l'Union européenne se sont exprimés dans deux communiqués au mois de janvier dernier. Nos chefs d'État se sont parlé, se sont écrits. Je vous renvoie à la lettre que le président de la République française, le président Macron, a écrit au président Azali. Le processus électoral, c'est quelque chose qui se crée, qui s'améliore dans le temps. Et comme je vous l'avais d'ailleurs dit la dernière fois, la diplomatie, c'est aussi se parler. C'est à la fois se parler publiquement, c'est se parler en privé, c'est évoquer les sujets. Enfin, je ne rentre pas évidemment dans le débat et dans la conversation politique intérieure comorienne. Ça s'appellerait de l'ingérence. Donc ça, je ne fais pas ça. Avec l'Union européenne, on a fait toute une série de remarques sur le déroulement des élections. Ça a donné lieu à un rapport des experts de l'Union européenne que ma collègue ambassadrice de l'Union européenne, Isabelle Delattre, a remis au président de l'Union des Comores il y a maintenant quelques jours. Voilà. Je peux difficilement vous en dire plus. Le reste relève vraiment là de la conversation politique intérieure comorienne dans lequel je ne vais pas rentrer. Justement, dans ce point, on attend souvent dans la route pour les opposants dire que la France soutient un régime non démocratique que celui d'Azadi. La France, elle a une relation d'État à État avec le gouvernement de l'Union des Comores. Les projets dont je viens de vous parler, au bénéfice de la population, s'ils sont rendus possibles, c'est aussi parce qu'on se parle avec les autorités. C'est aussi parce qu'on fait des choses ensemble. Donc la question n'est pas de soutenir ou pas soutenir. La question est de travailler ensemble sur la base d'un examen des intérêts mutuels des pays, parce que la diplomatie, c'est se parler de valeurs, c'est aussi se parler de nos intérêts mutuels, dans le cadre d'un dialogue politique, qui peut être public, qui peut être privé, au niveau français, au niveau européen, puisque pour nous, nous sommes aussi membres de cette organisation qu'est l'Union européenne, et ça compte également. Donc voilà, si vous voulez. Ensuite, ce que vous dites fait partie aussi, j'ai envie de dire, des éléments de langage de certains acteurs politiques, et ça leur appartient plus que ça ne m'appartient, et je vais pas forcément à le commenter. Merci, monsieur l'ambassadeur. Parlons un peu de l'opération Bouchou. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a des reconduits se poursuivent? À quelle fréquence? Depuis le début de l'opération Bouchou, pourrez-vous nous donner le nombre de reconduits? Alors, sur dernier point, non, mais ce que vous appelez Wambouchou, d'ailleurs, à ma connaissance, ne s'appelle plus Wambouchou. A changé de nom? Ce qui est mis en place à Mayotte par les autorités françaises, le ministère de l'Intérieur et la préfecture, s'appelle Mayotte Place Nette, un peu sur le modèle sur le territoire métropolitain français. Il y a eu toute une série d'opérations dites Place Nette avec le nom de la ville ou de la région devant, qui visent à lutter contre la criminalité et toujours contre le logement insalubre, qui étaient les deux grands piliers de l'action de l'État à Mayotte. Voilà. Et ça reste les deux éléments centraux de cet agenda de politique intérieure française. Pour ce qui est des reconduites à la frontière, il y en a, ça se poursuit. Voilà. Je ne suis pas en mesure de vous donner des chiffres. Nous arrivons à terme de notre émission. Il nous reste 2-3 questions. Mais il y a une petite question que je voulais justement vous poser. Car depuis l'arrivée de nouveaux consuls, le français d'origine comorienne se plaint de la lenteur administrative relative
de leur état civil. Exemple, la restriction du mariage, qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un nouveau changement? Est-ce que... Il n'y a pas de changement. On nous parle aussi de massif de rejet de visa actuellement. Alors, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Sur les questions d'état civil, il n'y a pas de changement de quoi que ce soit, il y a juste l'application des mêmes règles. Et en réalité, il y a toujours eu des dossiers qui ont mis longtemps à être traités. Et ça ne change pas particulièrement. Vous savez, ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle techniquement la transcription d'un acte d'état civil, qui vise à prendre un acte de l'état civil étranger pour en faire un acte d'état civil français. Il arrive, on va pas se mentir, qu'on ait des doutes, des interrogations sur tel acte. Donc, on peut demander des vérifications à la mairie productrice. Donc, la mairie peut, par exemple, tarder à répondre. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a une grosse masse, il y a une masse croissante de demandes. Donc, j'ai pris les choses en compte. Nous avons pu obtenir quelques moyens supplémentaires, mais c'est vrai qu'il y a un goulot d'étranglement. Donc ça, je n'irai pas par quatre chemins. C'est vrai. Je sais que c'est lent. Nous avons un dialogue avec le collectif, puisque vous savez que certains compatriotes se sont constitués en collectif. J'ai d'ailleurs reçu le collectif. On a eu une bonne discussion ensemble, le collectif et moi-même avec le consul il y a maintenant quelques semaines déjà. On se reverra assurément. Voilà un peu ce que je peux vous en dire. Sur la question des visas, oui, il y a des refus de visa, il y en a toujours eu. Malheureusement, certains demandeurs de visa ne jouent pas le jeu et ne rentrent pas forcément après leur visa. Et ça, c'est vrai que c'est un facteur qui pèse sur tous les autres demandeurs. Malheureusement, il faut en convenir. Mais il n'y a pas que des refus de visa, et notamment je parlais éducation dans les projets, mais un des aspects de la contribution de la France à la formation des jeunes, c'est des jeunes comoriennes et des jeunes comoriens, c'est aussi les visas étudiants. J'en parle d'autant plus facilement que nous sommes là maintenant en plein dans la campagne des visas étudiants. Il y a quelques refus, mais il y a en général, pas que des refus. En général, il y a même plutôt beaucoup d'acceptations. C'est plusieurs centaines de jeunes gens et de jeunes femmes qui, chaque année, vont faire des études en France, avec un travail préalable, avec Campus France, de vérification du niveau de langue, de conseils pour renforcer le niveau en langue, ou d'orientation aussi, parce que j'avais une discussion ce matin avec différents acteurs de notre coopération. La question de l'orientation est reconnue ici comme un sujet. Donc, Campus France fait aussi ce travail d'accompagnement. Donc, il ne faut pas voir que les refus de visa, il faut voir aussi les acceptations de visa, et il faut voir dans l'ensemble visa, le sous-ensemble visa étudiant, qui est quelque chose d'important, et nous sommes heureux de contribuer à la formation de la jeunesse. L'enjeu ensuite, pour cette jeunesse, c'est une fois qu'elle est formée, qu'elle trouve ici, si elle souhaite revenir ici, les moyens d'utiliser sa compétence, la compétence qu'elle a acquise. Et c'est là où on revient sur les sujets de climat des affaires, de financement de l'économie, et tous les sujets dont on n'a pas pu parler dans nos différents programmes, mais qui visent à faciliter ça. Monsieur l'ambassadeur, parlons un peu de la politique de la France en Afrique. Oui. Parce que la politique française en Afrique est mise en rude épreuve ces dernières années. Que faut-il pour renouer les relations avec le continent noir? Alors, d'abord, il ne faut pas généraliser les choses. Si on voit très bien ce qui se passe ailleurs, pas ici aux Comores, mais ce qui se passe dans d'autres pays. Mais justement, aux Comores, il ne se passe pas ce qui se passe dans d'autres pays. Mais dans un grand pays africain comme le Nigeria, par exemple, je crois que la France est... Alors, je ne sais pas si c'est le premier partenaire économique européen. En tout cas, c'est l'un des tout premiers partenaires
du pays. Il y a, je crois, 54 ou 55 pays sur le continent africain. Les pays auxquels vous pensez Oui, le sont trois. Mali, le Sont trois. Burkina, Ouais, ouais, sont mais ça, trois. ça prend Mais de il y a, l'ampleur. alors vous avez raison qu'il y a un sujet, il y a des influenceurs qui soufflent un vent pas forcément très positif, hein, on va dire, pour le dire de façon pudique. Moi, je crois que ce qui est important, et là où ça nous interpelle, et c'est ce que de toute façon nous souhaitons faire, c'est qu'il faut avoir un dialogue respectueux avec les autorités, avec la société civile, enfin les sociétés civiles, parce que c'est jamais un bloc, la société civile. C'est pour ça aussi qu'on veut travailler sur des choses comme les industries créatives et culturelles, qu'on veut parler à la jeunesse. On, au fond, je sais même pas si on peut parler du continent africain, si vous voulez, c'est tellement globalisant. Il y a des pays, puis il y a des organisations régionales. Ce qui est certain, c'est que il faut parler à la jeunesse africaine, parce que la jeunesse africaine, c'est une proportion considérable, peut-être 50% de la population de l'Afrique prise comme un bloc, comme un ensemble. Il faut qu'on construise nos projets, c'est ce que nous nous efforçons de faire ici, mais aussi ailleurs, et c'est ce que tous mes collègues font. Il faut expliquer ce que nous faisons. Je crois que ça nous impose de démontrer par les résultats ce que nous faisons. Je pense que c'est très important. Et puis aussi déconstruire les fausses nouvelles. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de l'unité de traitement d'eau En à juin. Pagé que la Croix-Rouge a mis en place avec nos financements. Mais les volontaires ont dû aller faire du porte-à-porte auprès de tous les foyers de la région pour expliquer ce qui était fait, ce qui est très bien. Il faut toujours expliquer aux gens ce qui est fait. Pourquoi? Parce que il y avait des influenceurs, une influenceuse en réalité, qui disait sur les réseaux, oui, mais ils veulent vous empoisonner. Ce qui est complètement faux, ce qui est Et il était scandaleux, vraiment relayé et elle a partout. été complètement relayée, et donc il a fallu déconstruire tout ça. Et je rends hommage aux volontaires parce qu'ils ont pu expliquer, ils ont pu déconstruire ce qui est une fausse nouvelle, fake news comme on dit aujourd'hui. Et donc tout ça, il faut le déconstruire. Il y a aussi il peut y avoir aussi des gens, des puissances qui trouvent un intérêt à colporter ces fausses nouvelles, ces faux bruits. Je dirais que ce que vous évoquez nous invite de toute façon à entrer plus directement en relation avec les populations, avec les jeunesses, les différentes jeunesses sur le continent, dans les différents Justement, pays. monsieur l'ambassadeur, parler un peu de l'actualité politique en France, Ouais. justement, sur ce sujet. À votre avis, si le Rassemblement national euh, arrive au pouvoir, quels seraient les impacts avec les relations Alors avec l'Afrique? Est-ce que... là-dessus, vous me permettrez, comme fonctionnaire de la République, de ne pas commenter la politique intérieure de mon pays. Donc, je ne sais pas vous dire. Ce que je sais vous dire, c'est que je pense que tout gouvernement, quel qu'il soit, prendra en compte les intérêts de la France, de toute façon. Mais il est important, en tout cas, vis-à-vis des pays d'Afrique et vis-à-vis des populations des pays d'Afrique, donc à la fois des dirigeants, des classes politiques, des leaders d'opinion, mais aussi des gens, finalement, tout simplement, les gens, les populations, d'expliquer, d'écouter aussi, d'écouter, de comprendre les besoins et d'expliquer ce qu'on fait. C'est-à-dire on ne vient pas. Il faut avoir une approche. On dit de co-construction, c'est épouvantablement technocratique comme mot, mais d'avoir une approche quand même, allez, faite d'écoute, d'humilité, de partage. On écoute les besoins, on cherche pas à imposer. Je veux dire, je ne sais pas mieux que vous ce dont les Comores ont besoin, en gros. Et je pense qu'il faut décliner ça pour chaque pays. Nous ne savons pas mieux que vous.
Donc nous nous parlons, nous écoutons. On peut ne pas être d'accord. Ensuite, ça c'est autre chose. On peut ne pas être d'accord sur le fait de financer tel ou tel projet. Mais au moins, d'abord, on s'écoute. Et puis, on construit ensemble pour le meilleur des personnes, des femmes et des hommes des pays. Nous arrivons au terme de notre entretien, monsieur l'ambassadeur, mais j'ai une petite dernière question Oui. Qui est un peu personnelle. Dites-moi. Quel est votre ressenti lorsque tous les matins, vous passez devant le lycée historique du pays, c'est Mametchek, et que vous le voyez dans cet état d'élabrement? Alors, si je ne me trompe pas, je pense que le lycée Saïd Mohamed Cheikh, S'il est devant votre porte. il est un petit peu devant, il est presque devant. Alors, en réalité, je ne le vois pas depuis mon bureau, parce que mon bureau il est sur l'intérieur. Mais si je ne me trompe pas, le lycée Saïd Mohamed Cheikh fait partie de la cinquantaine, les 57 ou 58 établissements d'enseignement, écoles, collèges et lycées, dont nous allons appuyer la il est rentré dans le programme? reconstruction. Il est dans le programme. Donc si tout va bien, ben ça ira mieux. Alors, beaucoup de choses vont se voir, vont sortir de terre, vont être faites d'ici 2025-2026. Donc là, contrairement à l'école de Marie-Jou, je ne vais pas vous donner de date en semestre, mais 2025-2026, beaucoup de choses seront faites et, à mon avis, au plus tard 2027, ce sera fait. Mais vous avez raison, c'est vrai que vous avez raison de dire d'abord que c'est le lycée historique. Ça devrait être parmi les prioritaires, justement. Alors, c'est la France qui l'a construit. Oui, mais historiquement. C'est pas moi qui définis les priorités là-dessus. C'est aussi le ministère qui définit les besoins. Et puis alors, si vous me laissez une minute, c'est qu'on a fait que quelques écoles pour l'instant. C'est parce qu'il a fallu aussi lancer des marchés. On a bien vu qu'il y a des entreprises qui ont eu du mal à délivrer, et non seulement à répondre, mais à délivrer. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça a aussi été un test de calibrage, si je peux dire. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des appels d'offres internationaux pour les plus gros établissements. Voilà. Mais oui, ça fait partie du plan. Ça fait partie de l'image d'ensemble, si je puis dire. Les Comores vont bientôt célébrer 49 ans d'anniversaire de l'indépendance. Oui. Avez-vous un petit constat sur ces 50 ans d'indépendance ou un petit mot? Quel constat? D'abord, je souhaiterais aux Comoriennes et aux Comoriens une belle fête d'indépendance. Fête Injema, il y a indépendance. Marhaba Bench. Mais au-delà, écoutez, je pense que le hasard historique fait que la fête de l'indépendance comorienne, c'est 8 jours avant la fête nationale française, le 14 juillet. Et je pense que c'est l'occasion aussi d'être ensemble. On a nos différents, enfin notre différent d'ailleurs, parce qu'on en a un seul. On a aussi nos intérêts communs, nos proximités. Proximité géographique, proximité de population, la langue française, nos intérêts communs, nos valeurs communes, notre amitié, ce que nous partageons. Voilà, je trouve que c'est aussi l'occasion de célébrer ça et de voir l'avenir. Et de voir l'avenir ensemble. Parce qu'on a pas mal de choses à faire ensemble, je pense. Donc, voilà, à l'occasion de nos deux fêtes nationales, parce que vraiment leur proximité temporelle est telle que je pense qu'on peut les rejoindre, si vous me permettez. Je pense que c'est ça le message que je pourrais avoir envie de donner. C'est de dire que je crois fondamentalement que France et Comores, Français et Comoriens, nous sommes ensemble. Et pour finir, au revoir, moi, je suis comoré partagé avec nos téléspectateurs. Je vais redire ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Fetin Jema, il y a indépendance. Marhaba Menji, Facebook FM. Marhaba Menji. Monsieur l'ambassadeur, ce fut de nouveau un plaisir de vous recevoir pour moi également sur les antennes de Facebook FM. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Marhaba Menji. Mwangalizi watukufu wa Facebook FM wandika yao mstamili harmai mala matukufu hanu habanu ndo rikaza ukifu la mpango watu kayao
rikaba dzima ne balozi wa Faransa hunu masiwani mpango kaya o ukawashimiha harma ze barnamaji ka wazitanziani hazibiri labanu ze barnamaji balnabali randize projet waloni zonzuani kaya o ngwazihimilia o ranzo msomo ranzo mvahusu kolera ranzo mvahusu yemaji ya kibinadamu ranzo mvahusu wajaule dima nano unono ikayao hazibirira bandondondo habirila wajau ze barnamaji husu yasaidia mkomori wahunde namna leo yinu mkomori ashinde ya wahe na nalinu burike kayao ngalifanywa hele dongo kayao haonesa ni barnamaji ijoanza ijenje nziani habirila mvahusu mwenje namna ikayao hanyamilia ndondondo harama mvahusu le swala likiana o ye barnamaji liyo harma mkabala wa mitamihuli umvahusu barnamaji ya homonje inova wanzo waifanye hiyo na hanyamilia wajao ili wone saukana ngushukurio umvahusu ezafanisha fumbuni okomoro ono mwenje baikari musele swala ukana ye Faransa angesaidia shemkomori hatoba harma tabu za mwenje tabu za maji tabu za nzia shahabi labano kane Faransa ukafanya nzia shangu wasaidiao izo madhamana wa komori wanzao izo ndizo abiri labano habila wajo kangwa saidio barnamaji halikia nao wala tomati harma shesho shanzuani izo pia bwana Silviriki hazibirila harma mpango watu unu wajao hanyamilia umvahusu ukana kabati nongo za badili harma ambassade ya Faransa mahusuna harma consulat ranzo mvahusu ze visa ranzo mvahusu wandika ngone mijarada ihalikia nao wanzo wa depose wahunde wafanye namba wahunde wa depose ze mariage kabati za badili sha zinu ngazi joka lazima wafanywe anketi wandu angalie watunde einu ya kweli einu ya ndabu habirila wajau umvahusu le swala lalikia nao yakana kwa njia harma ndongo za siasa ya ndani ze voti zibiri ndo zibiri nai waonesa ezahao waonesa wajau haonesa barua rais wa Faransa bwana Emmanuel Macron yainzisha rais Azadi umvahusu ze voti shawowo kwa njia harama siasa ndani ya yonti izo zibakia onyinti wajau abiri umvahusu siasa ya Komori nana Faransa akahapara banu zizo mbili zidungane waliho sisi karibu ndondo ranzo umvahusu yeluha ranzo mvahusu namna wa Komori walo Faransa tiba habirila bano kana diaspora ya Komori ngona msanda mwinji wajau no harmentinu mapesa menje ngajo bano na haonesa kanga barnamaji ya usaidia ya diaspora haramaze projet walo nizo bwana ambassador hazibirila bano harmo mpango watu sina ushinda harama dakika 5 ni jimlise ze masuala ramba bano mvahusu elise sed mamecheke ya moroni kauti musami mine swala kana bwana ambassador wodo mangoni wa haubira hena usiku ngobiro yabo ngone namne lisaidio ngono je swala haonesa bano kana yelise sed mamecheke yinji harmaze barnamaji mengo mitana 8 zaliko likawe Faransa ngwasaidia wanunti juu izoko linga bonhonde izoko wakati ngo mwinji shazino pia tizahawa wakazino pia ngazi jao yakana ngabo appel d'offre zifanywao ngabo entreprise kaya ngazi homao ujibu yala mahutajio abenge ngombo Mwenyezi Mungu elise sad Mohamed wa Komori iwahi kelisi ya kibinadamu habiridia mvahusu tarehe 6 Juliet yakana ngubushuri wa Komori feti njema ya baraka na yaonesa ukana umdungano wa Faransa na Komori ijaifunga sana harmaze feti zo mbili ye Komori ngwa fetio le 6 juillet ye Faransa ngwajoka usherehe wajawe 14 juillet yani ningeonesa yakana zinunti kayo lazima zidungane habirilia kakana ujua wambo mvahusu wezi siasa ndani lo Faransa ukana ye fonctionnaire shaonesa ukana izoko elinga bontindaro za Afrika Faransa idisiwao chake tunesa ukakabati zilo bazimane Faransa habirilia banu waja onesa ko Komori ngwa mrenga wondro habirilia izo afanya nyuma zaha izo afanya yanjio mijini kaunga turengesho bashinu rimbeshe marahaba bwana ambassadeur nana equipe ya Facebook FM ranze mwana Jean Claude mwana Ayam Abdul Karim nana warumishi jumla wahe leda hola Facebook FM nana mudiri jumla bwana Abdul Hassan yarinika ye bahati ya ujari lahiki ambassadeur haramaze plateau za Facebook FM wadahoni hatu ikaya leo marahadani ndongo amanda zinzifanishao hata mpaka ndabo mimi Ubaidillah uliyo wa mshangama wa Hathumani wa Yusufa Fumbamba ngarjombe shani marahaba miadi tena ngarjona na mpango wa saya na humbushuria mreje mwema ndaene kipi yake bwana ambassadeur ngarubesha marahaba merci beaucoup marahaba menji merci.